Ravi de vous retrouver cette fois-ci, mais sur le pont du Lot, toujours à Cajar, pour cette 18e édition du festival d'Africajar qui a pour thème les Amazones d'Afrique. Africajar, une invitation dans les cultures africaines avec un programme riche et varié. Donc vous avez pu déjà découvrir sur le boulevard du Tour de Ville des exposants qui nous viennent d'Afrique. On aura des projections de films, de l'artisanat, spectacles pour les enfants, un dîner africain, des associations d'ailleurs et d'Afrique. Nous allons aussi voir plein de concerts, notamment le tremplin qui met en avant des groupes que nous ne connaissons pas avec un vote au niveau du jury. Mais tout au long de ce programme encore, je vous le dis, des concerts sur la grande scène. Ouaka, puisque c'est votre nom d'artiste, vous allez nous expliquer cette œuvre ici. Alors comment vous avez travaillé? Alors ces feuilles, l'idée justement de ces découpes, de ces nervures au niveau du bronze. Et puis on finit avec, pour moi c'est un palmier, n'est-ce pas? Ou un bois, peut-être un, comment dit-on chez vous? Bon, comme vous voyez cette œuvre, et moi je suis pensé tout particulièrement dans cette recherche révolutionnaire personnelle pour donner une autre image de l'Afrique contemporaine. Donc mes œuvres, elles sont contemporaines. Il y a une vraie recherche depuis des années concernant ma personnalité, entre ma tradition et ma personnalité artistique. Donc je voulais me démarquer, initier les deux, la culture et dans la technique qu'on m'a appris, et après je voulais aussi trouver une identité personnelle et rendre aussi hommage à la nature, parce qu'en ce moment on est dans cet environnement où tout le monde s'est plaint du climat, parce que donc là si vous constatez, je travaille que la feuille de nénuphar dont vous parlez, elle m'a donné des réponses sur ma recherche, et donc je voulais représenter le climat sur un seul plateau. Donc les nervures que vous voyez, tout à fait, elles me représentent la sécheresse que vous pouvez trouver en Afrique ou quelque part dans le monde où la terre manque d'eau, elle se fissure de tous les sens. Et cette même nervure, elle me donne aussi une réponse dans certains endroits de la terre où l'eau est en abondance. Il y a des inondations partout. Donc je suis parti sur ce concept pour pouvoir m'exprimer, pour rendre hommage et aussi chercher des réponses par rapport à ces réchauffements climatiques. Cette œuvre-là est pratiquement unique puisque vous travaillez uniquement sur des pièces rares, uniques, vous n'en faites pas plusieurs. Oui. C'est bien ça? Oui. Toutes mes œuvres, elles sont uniques déjà du moment que j'utilise la technique de la cire perdue. Donc chaque moule, elle est cassée pour ressortir l'œuvre. Donc toutes les feuilles, elles se ressemblent, mais elles ont tous leur particularité. Oui. Elles sortent toujours comme dans un arbre, les feuilles, même si elles se ressemblent, elles n'ont pas tout à fait les mêmes nuances. Donc ce Nil, il y a ce bateau aussi qui part aussi tout au long de ce Nil avec cette œuvre. Oui, donc c'est le Nil le bateau part sur le Nil pour la découverte ou à la recherche de la réponse du climat. Très bien. Alors on continue Ouaka, on va aller voir cette œuvre-là. Toujours l'esprit de l'arbre, puisque ça c'est vos inspirations. Oui. Donc là il y a vraiment le tronc. Là vous avez travaillé sur la spécificité du tronc, puisque tout à l'heure on était sur le Nil avec cet arbre-là. Là c'est autre chose. Oui. Là cette œuvre, je l'ai nommée les 3 saisons. Parce que quand je travaille sur cette œuvre, je l'ai commencé quand il faisait plus ou moins froid et chaud. Donc à un moment donné, je me suis dit, mais dis donc, on n'a plus les 4 saisons comme on l'a toujours entendu en France. Donc ça m'a... au niveau des patines, donc si vous voyez les bas, il est un peu... plus ou moins voilà, sobre, c'est l'hiver. Après, en montant, on a cette verdure, ces petites lumières qui ressortent, donc ça donne le printemps ou l'été. Combien de temps vous mettez à travailler ces œuvres-là en termes de matière? C'est-à-dire que vous prenez le bronze, alors expliquez-nous par exemple une fabrication. Oui, bon, je pars
toujours dans le principe de aller chercher la feuille à l'origine. Donc c'est une vraie feuille de nénuphar. Et je voulais aussi donner cette feuille de nénuphar qui est très éphémère. Dès qu'elle sort de l'eau, les secondes qui suivent, elle s'effane, elle meurt. Donc je voulais montrer que même si le temps, aujourd'hui, il est vraiment très menacé, il n'est pas à sa nature. Donc je voulais dire qu'il y a toujours espoir. Donc cette feuille, je l'ai rendue immortelle. La feuille de nénuphar qui meurt vraiment très vite, je l'ai rendue immortelle avec le bronze. Donc quand je cherche la feuille de nénuphar, c'est direct pris avec la cire d'abeille, parce que j'utilise la cire d'abeille. Donc une fois que j'ai cette forme de la feuille en cire d'abeille, je vais procéder à un moule. Donc le moule, ça consiste de faire une terre réfractaire. Cette terre réfractaire, ça consiste donc je l'obtiens grâce à un mélange d'argile et de crottin de cheval ou d'âne qui va me donner cet aspect réfractaire. Donc une fois trouvé cet aspect réfractaire, je vais mouler tout l'ensemble de ma sculpture. Donc je vais laisser toujours un petit échappatoire qu'on appelle une cône de coulée. Donc une fois que cette terre elle est séchée, je vais procéder à la récupération de la cire, d'où vient l'idée de la cire perdue. Donc le moule il est chauffé et la cire elle s'en va. Une fois montée en température, je vais couler dans le moule. Et je vais laisser quelques heures passer pour que ça refroidisse. Après je vais casser le moule. Et je sors maintenant le mystère qui est derrière ces moules. Et donc, comme je suis basé sur l'aspect de la nature, et au moment quand je fais mes patines, j'ai toujours l'idée de quelle patine je veux, mais sauf qu'en réalité, je suis en communication avec les sculpteurs qui, à un moment donné, ils me disent la feuille, elle décide d'être qu'est-ce qu'elle a envie d'être. Donc je n'arrive plus à avancer, j'ai dit tiens, cette feuille elle est comme ça, et donc du coup voilà pourquoi ça reste que des pièces uniques, même si j'ai une idée derrière de faire quelque chose de ce que moi je voulais au départ. Les sculptures elles décident comme elles veulent. Le baobab, on sait qu'il est très fort, il est très vieux, mais malgré qu'il est sur la feuille de nénuphar, c'est pas forcément l'écraser, c'est aussi faire jaillir une beauté. De l'énergie. De l'énergie, voilà. Donc, et dessus, avec la corde. Ça, c'est une corde. Oui, c'est une corde voilà, et qui fait le contour avec le verre, bien sûr, qui est posé dessus pour rendre tout ça sublime. Très bien. Oui. Rappelez-nous le pays d'où vous venez ? Le Burkina Faso. Alors Burkina Faso, je pense qu'aussi vous avez un atelier où vous allez faire aussi des pour terminer. Donc on va venir, on va quitter ce lieu de cette exposition. Je vous conseille vivement de venir visiter cette exposition en plein air, n'est-ce pas, pour une fois. Elle respire au moins. Ah, oui. Voilà. Où est-ce qu'on peut vous... Donc là on voit les initiales, votre nom d'artiste, toujours avec le baobab, hein, Ouaka. Burkina Faso, est-ce que vous avez un atelier, mis à part l'atelier que vous avez à Figeac? Est-ce qu'au Burkina Faso, il y a une continuité? Est-ce que vous souhaitez aussi donner une connaissance, enseigner aussi votre savoir-faire à la fois à Figeac et au Burkina Faso? Je faisais une intervention dans une association qui était en partenariat avec l'UNICEF qui avait les enfants de la rue. Donc je les initiais à la technique de la cire perdue. Donc j'ai fait ça pendant très longtemps avant de commencer de voyager, de l'explorer, d'amener mon travail un petit peu en France et un petit peu en Europe. Je me trouve dans un lieu, mais qui est la pyramide. Alors, on peut penser que c'est la pyramide d'Égypte. Non, mais c'est la pyramide Africa Jart. Et je suis en compagnie de Souleymane Barry. Bonjour à toi. Bonjour. De quel pays viens-tu? Je viens du Burkina. C'est vrai que la culture au Burkina est très ancrée au niveau de la... Moi, je fais de l'art plastique, donc en tant que peintre, voilà, j'ai vu évoluer pas mal de peintres aussi. Le fait d'exposer la peinture est une autre phase, en fait. Et chez nous, on n'est pas trop dans les expositions parce que
les objets d'art sont beaucoup plus liés au rituel aussi et pas mal de choses comme ça. Donc le fait de faire des expositions est une autre étape à pouvoir faire accepter aux gens quoi, qui peuvent venir voir et comprendre la philosophie des artistes. Ouais. Un certain nombre de visages sont là derrière nous. Alors ce sont des visages qui ont une histoire. Qu'est-ce qu'ils représentent par rapport à ton travail? Ça représente beaucoup de choses parce que la plupart du temps, c'est ce qu'on croise. Quand on croise des personnes, c'est d'abord le visage. Et voilà, c'était aussi important de faire des portraits parce que voilà, ça décrit beaucoup de choses, quoi, les portraits. Et voilà, à travers ce que je fais, quand on regarde un peu, il y a des différents types de visages ou des visages qui sourient, des visages en peine, des visages même des têtes retournées aussi. Donc il y a un peu de tout et c'est ça qui fait le monde aussi, quoi, voilà. Alors toi tu pars à partir d'un dessin, de ce dessin tu vas faire un éclatement total qui n'a pas de fin. J'ai l'impression que c'est un petit peu des buvards, tu sais, lorsqu'on était à l'école, on faisait un dessin, on mettait un buvard, on retirait, hop, on avait déjà une forme filiforme. Quelle est ta technique justement pour retracer tous ces visages qui ont une particularité, c'est qu'il y a aussi des nervures, je sais pas, il y a des traits blancs qui viennent donner des expressions. Des fois je ne me pose pas trop de questions quand je travaille. Bon, après, c'est des choses qui sont instinctives, qui viennent comme ça. Et voilà, je décris des choses qui sont par des coups de pinceau, des choses comme ça. Mais voilà, franchement, je ne me pose pas beaucoup de questions. Et des fois, je laisse aussi aux gens d'interpréter à leur manière. Et puis, voilà, après, à chacun sa sensibilité, quoi. Voilà, de comprendre tel visage et voilà, quel type d'expression ça engage en fait. Voilà. Et pour terminer justement sur ce tableau-là, sur ce panneau, il y a des couleurs. Donc il y a le vide et le plein. Donc le vide, il reste blanc, très neutre. Et le plein, tu as mis des couleurs qui sont fondues. Des couleurs chaudes, marron, ouais, bleu, noir, tu vois, toutes ces nervures aussi. Oui, voilà, là on est un peu dans la technique au niveau de la matière et c'est toujours pareil. Pour moi-même, déjà expliquer mon travail, c'est le plus difficile parce que des fois, voilà, c'est pas des choses calculées, quoi. Voilà, ça sort comme ça et puis voilà, c'est comme ça. Parfait. Voilà. Est-ce que tu es un homme engagé dans cette peinture, sur une forme de on se libère, l'expression se libère, le combat continue, le combat de l'indépendance, le combat de l'unité entre peuples? Oui, je pense que peut-être ça se voit un peu. Après, ça dépend, ça dépend de comment on interprète les choses. Mais oui, c'est vrai que à un certain moment, j'ai voulu travailler sur ce thème-là qui est vraiment... C'était au même moment où il y a eu des soulèvements dans les pays du Maghreb et autres. Et donc, voilà, c'était des images qui me revenaient tout le temps et du coup, c'est ressorti naturellement, quoi. De quelle ethnie es-tu? Je suis Peul. Alors, Peul, justement, ce tableau est chez toi, les Maasai. C'est ça? Est-ce que c'est ça, celui-là? Ça, les égarés. Les égarés. Voilà. Es-tu égaré? Non, tu n'es pas un homme égaré. Parce que lorsqu'on peint un égarement, on dit quelque chose. Que dis-tu, justement, dans ce peuple égaré? Bon, ça dit beaucoup de choses. Après, les égarés, je vais dire, ça peut s'interpréter par beaucoup de manières. Parce que aujourd'hui, on voit où on va par rapport à ce qui se passe actuellement, quoi, je veux dire. Et donc, il y a beaucoup de choses qui sont de plus en plus dures à vivre. Et donc, voilà un peu le côté les égarés, quoi, en fait. Quelle est ta technique de travail justement pour entrer dans cet univers? Alors si je touche, il y a une espèce de granulé, est-ce qu'il y a du sable? Ouais, bon, au niveau de la technique, j'utilise beaucoup de l'ocre. Donc de l'ocre, de l'acrylique. De façon générale, des peintures à base d'eau, quoi. Donc voilà. Africa Jard, tes impressions? Ah oui, j'aime bien Africa Jard. Franchement, c'est la première fois que je viens là et c'est super. Ah oui, c'est top. Non, mais c'est vrai parce que
c'est un lieu de rencontre, quoi. Et il y a du monde, il y a la musique, il y a la peinture, voilà, il y a plein de choses, quoi. C'est ce qu'on veut. Voilà. Alors, je termine avec cette question. Serais-tu un messager de cette peinture, même si tu me dis que tu ne peins pas, tes tableaux ne reflètent pas la culture Peul, mais tu es Peul. Quel message que tu veux transmettre justement à ce public d'Africa Jard à travers ton ethnie et ta façon de percevoir le monde dans ta peinture? Ben, le message, je pense que après le message, il est multiple. Hein. Mais voilà, il faut que ça soit un message qui rapproche les gens. Après, c'est aux autres aussi de décrire ce que je fais. Autodidacte, hein, quand même. Autodidacte, oui, bien voilà, sûr. Ouais. C'est pour ça. Eh bien, on va terminer sur ce mot fort, autodidacte. Merci à toi, Souleymane Bari. À très bientôt. Puis merci pour ce voyage à travers à la fois ton authenticité, mais surtout tes racines Peul, que j'apprécie beaucoup. Merci. Anche. Anche. Jacob Diboum. Bonjour Jacob. Bonjour. Alors, quelle origine et quelle ethnie? Ah, ça c'est une vaste histoire. Bon, c'est une belle question. C'est une belle question. Je suis né au Cameroun, à Douala. Et sinon, voilà, je suis camerounais et puis je suis français et j'appartiens au monde entier, quoi. Voilà, c'est mon univers, quoi. Alors, votre univers au monde est aussi très particulier parce que vous êtes quelqu'un de très éclectique, puisque vous êtes musicien, chanteur, danseur, peintre et sculpteur. Donc là, aujourd'hui, à qui dois-je parler? Peut-être au peintre et après on verra les autres univers. Je vais commencer déjà par le t-shirt que vous portez, Jacob. Cet univers, peut-être le vôtre aussi, ces pointillés, ces découpes? Oui, c'est comme la nature, quoi. C'est comme la vie, quoi. C'est la vie, quoi, en fait. La vie, elle est faite de parties comme ça. On peut être bon cuisinier, on peut être un bon journaliste, on peut être un bon caméraman, on peut être un bon peintre. Ça fait partie de la vie, quoi. Donc on a tous des univers. Peut-être que d'autres on ne sait pas ce qu'ils font, mais moi je l'assume d'être musicien, chanteur, danseur et plasticien, quoi. Vous êtes plasticien, donc je rebondis de nouveau sur ce t-shirt plasticien. Vous voyez tout en grand, chez vous tout est grand, chez vous tout est difforme, mais vous aimez ce qui est très volumineux. Vous êtes toujours très surdimensionné, même dans votre façon de voir les choses. Mais oui, parce que je trouve que l'être que je rencontre dans la rue, il est comme ça, quoi, en fait. Je trouve qu'il est grand, qu'il a plein de talents, que les êtres sont des êtres fantastiques, qu'ils ont beaucoup de choses à donner. Et c'est dommage que, voilà, de fois on s'arrête sur des petites choses, alors qu'on pourrait donner plus grand que bête. Voilà. C'est aussi de dire à l'homme, voilà, acceptez-vous tel que vous êtes. Et que cette société n'est pas figée, comme vous dites, sur un prototype de personne. Allons au-delà de notre corps et au-delà de notre esprit dans votre peinture. C'est l'ouverture, en fait. Plus on va avancer, plus on marche, plus on fait des rencontres, plus on grandit. Voilà, c'est ça. Donc je conseille aux gens d'avancer, d'aller vers les autres. Il n'y a que là qu'on va s'ouvrir, rester sur soi-même. On finit par mourir, quoi. Jacob, l'Égypte et vous, dans votre travail, la méthodologie et la mythologie, hein, méthodologie et mythologie, attention ces deux mots-là, dans votre peinture, on découpe, on lit à droite, on lit à gauche. Quelle lecture que vous donnez dans vos tableaux? En fait, quand je fais un travail comme ça, plastique, évidemment, moi, je me balade entre la tradition et la modernité. Hein, la tradition et la modernité. Et je m'inspire beaucoup d'Afrique, de mes origines. Quand je dis Afrique, pas forcément au Cameroun. Hein, c'est l'Afrique en général que j'aimerais bien qu'elle s'unisse pour faire beaucoup plus de choses. Et justement, je laisse le soin aux gens de prendre ce qu'ils veulent faire comme on aimerait. Moi, j'aimerais bien que le monde soit, qu'on puisse partir où on veut et revenir quand on veut. Sans frontières. Donc je laisse des gens de s'exprimer, de voir ce qu'ils ont envie de voir. Évidemment, je m'inspire beaucoup des symboles africains, de Njoya qui a été un sultan camerounais qui a inventé l'écriture. Moi, je me suis inspiré de cette écriture un peu et je l'ai transformée à ma manière. Oui. Voilà. Très belle transformation. Alors, nous avons la peinture, nous avons la craie. Donc, vous faites de ces deux
matière, quelque chose de très personnel. Mais on est fait de cette matière-là, quoi. Voilà, c'est ça que je voulais dire. La craie, la terre, c'est nous. Il y a des symboles, les gens, on s'aime chez vous, il y a de l'amour, on se regarde et on s'apprécie, on parle aussi, hein, on se libère, on n'est pas très angoissé dans votre peinture. Voilà, c'est ce que je veux communiquer justement, pas d'angoisse, faire confiance à l'autre et en faisant confiance à l'autre, au fait, on le découvre mieux. Et on découvre aussi d'autres choses et on va voyager plus, je dis intellectuellement, plus riche dans le savoir et on va grandir, quoi. Oui. Voilà. Vous aimez ce mot grandir. L'art nègre. Picasso vous a inspiré peut-être par moment? Non, Picasso m'a pas. Picasso s'est inspiré de l'art africain. Faut pas qu'on inverse les choses. Il est parti des masques africains et puis il a grandi comme ça. Alors souvent les gens me disent ah tiens vous faites du Picasso. Évidemment c'est toujours flattant de dire bon voilà j'ai fait du Picasso mais il faut pas qu'ils oublient qu'on inverse les choses quoi. C'est Picasso qui s'est inspiré de l'art africain. Et il a grandi comme ça. Moi, j'aime toujours ce mot grandir. Et parce qu'il a voyagé, il a fait une rencontre. À un moment donné, il y a quelque chose qui s'est déclenché et il a grandi comme ça. Donc voilà, bon, évidemment, moi, il y a des peintres, des sculpteurs que j'admire beaucoup. Ousmane Sow, je pense que c'est le meilleur du monde. Miro, c'est des peintres que j'admire. Mais je pense que quelque part, on ne vient pas tout sur le monde. Et c'est à partir d'une rencontre qu'on va grandir. Connaissez-vous Ousmane Sow? Eh bien, écoutez, j'ai eu la chance de le rencontrer, Ousmane Sow. Moi, j'habite à Troyes, dans l'Aube. Et je pense que la première sculpture qu'il a vendue, c'était à Troyes. Et ce jour-là, quand il est venu, on a été invités, on a eu l'occasion de le rencontrer, on a fait une fête. Pour moi, c'est vraiment un très, très, très bon moment, quoi. Alors, Ousmane Sow, c'est ça, c'est la grandeur. On démesure. Par contre, on travaille beaucoup à l'intérieur de l'être humain. Jacob, que cherchez-vous à l'intérieur de l'être humain? Ça, on a déjà le foie, le cœur, le pancréas. Quelle autonomie vous faites à travers vos peintures? Dans le squelette et dans la morphologie, je dirais. Voilà le mot plus simple, ouais. La morphologie des êtres que vous êtes en train de peindre. C'est le titiller pour le dire, mais vous savez, il y a plein de choses à avoir, à rencontrer, à dire, tiens, voilà, il ne faut pas qu'on reste en dehors de nous-mêmes, mais il faut qu'on sorte de nous pour pouvoir voyager. Et pour moi, Africa Jart, c'est l'exemple de mon travail même où c'est un moment de rencontre, c'est provoquer. Moi, j'essaie de provoquer ça à travers mes êtres pour leur dire, bon voilà, vous êtes devenus grands maintenant, il faut partir. Il faut partir, il faut voyager, il faut aller voir les autres. Il n'y a que comme ça que vous allez être encore plus grand. Vos visages se décomposent, se multiplient, vos visages partent dans des univers extraterrestres. Vous avez un rapport entre Saturne et Uranus, terre, ciel, le yin et le yang? Non, mais moi je reste terre à terre. Je reste terre à terre. Et cette toile-là, elle s'appelle les initiés. donc sont les initiés à un moment donné. Voilà quoi, on est comme ça et puis on est initié, on fait une rencontre et puis après on devient autre chose et puis après voilà, pas parfait mais voilà quoi, on devient un humain. Parlons de la femme, le symbole de la femme dans vos peintures. Votre mère a joué un rôle, votre grand-mère, toute l'ethnie dont vous venez, il n'y a eu que des femmes. Oui. Vous avez été élevé par la femme et dans vos peintures, on sent l'âme de la femme. Comment vous savez ça? Au fait, quand j'ai commencé à faire les grands formats, la première toile que j'ai faite, c'était une femme. Et quelques années après, en fait, je me suis aperçu que c'était le corps de ma mère. C'était le corps de ma mère. D'ailleurs, cette toile-là, elle n'est pas là, mais elle s'appelle le corps de ma mère. Moi, j'ai été élevé par ma mère dans la famille. C'est elle qui gérait tout. Mon père travaillait. J'ai eu la chance ou la malchance d'être né dans un quartier populaire à Douala.
Et finalement, je me dis, bon, en fait, j'ai eu cette chance-là d'être né dans ce quartier-là. Parce qu'à travers ce quartier-là, j'ai appris vraiment beaucoup de choses. J'ai fait des belles rencontres. Je n'étais pas conscient que les gens qui m'entouraient autour de moi, les mamans qui nous nourrissaient, qui nous gardaient, même quand ma maman n'était pas là, elles m'ont pris vraiment beaucoup de choses. Donc voilà, je peins les femmes parce que les femmes, pour moi, c'est voilà, c'est tout, quoi. C'est la force de la vie. J'aimerais bien qu'elles soient encore plus présentes. Et hier, c'est un bel exemple, justement, le concert qu'on a vu hier des Amazones. Il y avait une force. Comment travaillez-vous? Alors, c'est quoi cette toile? C'est du raffia? Qu'est-ce que c'est? C'est de la toile de jute? Alors, moi, donc, venant du Cameroun, dans l'Afrique, souvent, je travaille beaucoup sur la récupération. Voilà. Je récupère énormément d'objets que je trouve dans la rue. Je passe mon temps à regarder un peu partout si je peux trouver un bout de bois, un tissu. Et bon, là, c'est la toile de lin. Mais sinon, la plupart des peintures qui sont là sont des affiches qu'on jette dans la rue, des grands magasins que je récupère. Et après, moi, je travaille pour leur donner une autre vie, quoi. Mais sinon, là, c'est la toile de lin. Mais sinon, je travaille aussi sur des toiles achetées. Mais pour moi, ça a plus de valeur ce que je ramasse et que je travaille. Ça a encore plus de valeur que ce que j'achète, quoi. Très belle phrase. Plus de valeur, ce que je trouve et que je ramasse. Merci à vous. Merci Jacob Diboum. Nous sommes en direct d'Africa Jar. Nous sommes ravis, nous sommes des Bretonnes exilées pour 4 jours. Nous avons fait 800 km pour venir ici à Cajar et on est trop enthousiastes de visiter ce beau village, de rencontrer tous ces artistes, de voir des films documentaires sur l'Afrique, de regarder des livres, de voir un marché africain. Et voyez, on est même en costume africain, Africa Jar 2016 et je peux vous assurer une chose, on reviendra l'année prochaine. C'est la première fois que j'expose à Africa Jar et j'en suis fière et heureuse. Alors là, autour de cette exposition, vous rendez hommage aux Touaregs, aux hommes bleus, vous travaillez le cuir, l'ancien cuir. Quel est cet univers et pourquoi l'idée justement ces hommes bleus et les Touaregs? Je rends hommage aussi aux animaux du désert, que je n'oublie pas, que je transfigure dans ces tableaux. Eh bien écoutez, il y a 5 ans, j'ai découvert dans une pochette qu'avait rapporté mon compagnon du Niger, quelques petites pièces Touareg, bourses, des choses comme ça. Et ça a été un déclic pour moi. Marie-Françoise, la base de votre travail, c'est à partir du cuir ancien. Alors c'est un cuir que vous allez chercher directement au Niger. C'est juste qu'on puisse comprendre comment vous élaborez votre travail. Alors, moi je n'y vais pas malheureusement, mais j'ai rencontré des Touaregs à Toulouse qui m'ont rapporté des pièces et je connais aussi une femme qui s'occupe d'artisanat Touareg et du coup, grâce à eux, j'ai acheté des pièces et je peux continuer. Alors, jusqu'à quand, je ne sais pas, parce que le problème, c'est très difficile de trouver des pièces. Mais pour le moment, ça me fascine toujours et ça me passionne. Alors l'élément phare, l'élément important, c'est la bourse. En sachant qu'il y a un rituel lorsqu'on porte cette bourse devant. Donc on peut la voir ici, qui a été teintée, mais qui a une couleur très particulière. L'origine de cette bourse, vous connaissez un peu le rituel? Alors, moi je connais plus le rituel du gris-gris. Hein, parce que le gris-gris, dans ce tableau, j'ai découvert les versets du Coran dans ce gris-gris.
Et j'ai voulu je les ai assemblés pour en faire un tableau. La bourse qu'on voit de couleur là, puisque c'est une couleur avec une couleur assez marron hors terre, mais il y a des franges. Est-ce qu'on parle du même symbole que celui que vous venez de voir, le Coran, ou c'est encore un autre élément, C'est un autre élément en fait. C'est un autre élément. Vous voyez là par exemple, j'ai mis un masque No, japonais, de théâtre No, et j'ai voulu lui mettre une coiffure touareg pour faire un assemblage de cultures différentes. Oui. Vous rendez hommage aussi à Cabu de Charlie Hebdo. Pourquoi directement lui comme personnage dans toute l'équipe, parce qu'ils sont nombreux, hein? Il m'émouvait beaucoup, Cabu, je l'appréciais beaucoup. Et au mois de décembre, j'avais une espèce de coiffure. Je me suis dit, c'est un peu la coiffure de Cabu. Et en fait, au mois de janvier, Cabu a été assassiné. Et là, le personnage est apparu vraiment comme ça. Voilà, spontanément, parce qu'il devait apparaître. Alors vous ajoutez aussi donc des éléments, notamment je vois du laiton où c'est déjà incrusté, Incrusté. Voilà, et vous en faites différents personnages. Alors là j'ai la carte en main d'une petite fille qui saute, ouais. C'est ça? Donc vous avez imaginé, est-ce que c'est vous avez imaginé, ou c'est tous les enfants touareg? Je ne sais pas, parce que je sais que moi je saute à la corde. Et c'est venu comme ça, parce qu'en fin de compte, quand j'ai une pièce, je ne sais pas au départ ce que je vais faire. Et puis tout d'un coup, ça vient comme ça, l'inspiration, l'imagination. Il y a des choses qui vont être abstraites, des choses figuratives. Et c'est vraiment pur produit de mon imagination. Je dessine rien du tout, ça vient comme ça. C'est vraiment ce cuir ancien qui m'inspire. Il y en avait 13 et il y en a une de partie là, tout à l'heure, parce que les gens avaient, depuis un moment, voulaient l'acheter. Les hommes bleus, les Touaregs, qu'est-ce qui vous inspire, ces hommes? Alors, c'est leur culture, c'est le voyage, c'est le voyage à travers les dunes, dans le Sahara, c'est leur manière de lire cette culture, puisque je crois qu'ils parlent le tamakesh, et cette façon aussi de regarder dans le ciel, de s'orienter. Je pense aussi, hein, dans tout ce bleu, ce voyage, ce côté nomade me fascine. Et puis peut-être que le fait d'avoir un petit-fils qui vient à moitié de l'Afrique par son père, du Burundi, je pense que ça aussi, l'Afrique, que je ne connais pas bien du tout, je connais un tout petit peu le Burkina Faso. Je pense que ça me fascine et j'aimerais bien y aller, bien sûr. J'ai voulu faire une mère avec son enfant, un peu triste en fait. La mère est, je crois, un peu triste et elle tient son enfant qui est très précieux pour elle. Voilà. Ce sont des pièces uniques, parce que je pense que voilà, vous êtes vraiment la seule à vouloir travailler l'art touareg, en faire des chefs-d'œuvre et de raconter une histoire. Mais finalement, c'est la vôtre, mais aussi c'est vraiment la leur. Oui, je pense que, sans le vouloir, mais j'en suis fière, j'ai envie de mettre en valeur leur travail formidable. Et je voudrais pouvoir continuer si j'arrive toujours à trouver des pièces anciennes. Voilà. Merci beaucoup Marie-Françoise Grenier, à très bientôt, très beau voyage à travers la culture touareg, les hommes bleus et surtout la nature, mais surtout les animaux. C'était bien ça votre combat à travers cette exposition qu'on voit et qu'on commente actuellement. Nous sommes toujours à Africa Jard, hein, bien sûr, pour cette 18e édition. Derrière moi vous avez la librairie où vous avez un certain nombre d'ouvrages, littérature, BD, documentaires, reportages, livres de photos en images. Mais tout de suite, je vous propose de rencontrer 3 BDistes qui vont vous parler de leur univers pour cette 18e édition Africa Jard. Donc premièrement, premier BDiste, à vous, je vous laisse l'honneur. Faites-nous vivre et partager votre univers dans le BDiste. Je m'appelle Almata, je suis auteur, dessinateur de bande dessinée. Ici présent au Africa Jard au 18e édition. Donc je présente mes bandes dessinées comme d'habitude. Il y a Les Retours au pays d'Alphonse Madiba Didodé et puis L'Afrique en partage, édité par le Musée d'Aper. Un album collectif sélectionné par le Musée d'Aper. Aujourd'hui, je suis en train de préparer les tout nouveaux albums d'Alphonse Madiba Didodé qui sort au mois d'octobre aux éditions L'Harmattan.
l'album qui parle de l'immigration mais dans l'autre sens. En fait, et pourquoi dans l'autre sens? Parce que les héros de cette bande dessinée, c'est un immigré qui a été 13 ans en France, dont après plusieurs années, il a signé un arrêté d'expulsion pour retourner dans son pays d'origine qui s'appelle la Balaphonie. Donc bien sûr que la Balaphonie n'existait pas, c'est un pays imaginaire dont l'héros est de l'origine. Une fois dans son pays de l'origine, l'héros voulait faire croire à sa population, à son village qu'il avait reçu ses études. Et pour Taillan, donc, il voulait faire croire aux gens qu'il va devenir ministre ou encore quelqu'un qui va occuper des postes à responsabilité. Une fois sur place, et après des mois et des mois, donc il tournait en rond. Et puis, comme il savait parler, il s'est retrouvé professeur de français tout simplement parce qu'il savait parler français. Donc, et puis, après, les héros devaient mettre au point une opération comme quoi qu'ils devaient retourner en France. Donc, à tout prix, ils devaient retourner en France. C'est là où les mésaventures d'Alphonse Madiba commencent. Donc là, je suis sur le deuxième tome qui sort au mois d'octobre aux éditions L'Harmattan. Je m'appelle Assim Babati. Je suis auteur de bandes dessinées, je suis scénariste, écrivain, journaliste, infographiste. Je suis basé à Kinshasa, au Congo, en Afrique. Donc voilà, et là j'ai dessiné, j'ai dirigé un collectif d'auteurs de bandes dessinées pendant 8 ans. Je me suis mis sous la peau d'un éditeur de bandes dessinées. Et ça, c'est les premiers volumes de la collection Les Éditions du Crayon Noir que j'ai créé. Et cette bande dessinée, c'est une fiction qui se passe à Kinshasa. Elle est scénarisée par moi et dessinée par moi, colorisée par moi. Et j'ai fait la maquette, la mise en page et même l'édition depuis 2014. Et heureusement pour moi, ça marche bien. Et là, je suis en train de travailler simultanément sur 2 albums de bande dessinée. En même temps, j'ai écrit des scénarios, ainsi mes propres scénarios évidemment. J'ai écrit des scénarios pour faire travailler d'autres dessinateurs à travers d'autres albums de bande dessinée. Et j'ai créé aussi 4 magazines dans lesquels j'ai fait intervenir 16 dessinateurs des styles différents. Parce qu'il y a beaucoup de dessinateurs dans mon pays, au Congo par exemple, mais il n'y a pas d'édition. Et moi, je me suis dit, je me jette à l'eau pour essayer de donner à tous ces artistes-là l'occasion de s'exprimer, la voie de sortie. Donc voilà, et je suis invité ici à Kajar, c'est la première fois que je viens ici. Je suis en tournée de promotion pour ma BD qui se comporte déjà très très bien sur le marché, ça m'encourage. Pour un premier produit, avoir un tel résultat en un rien de temps, ça me fait énormément plaisir et ça me donne beaucoup de force pour continuer. À un moment, il y a des rumeurs qui courent et qui nourrissent les esprits et qui attisent la peur. À partir de rien, on sort une histoire qui n'a ni tête ni queue et ça jette la panique. Quand après qu'on se soit ressaisi, on essaye de faire un recoupement pour savoir de quoi il s'agit, on découvre finalement qu'il n'y avait rien, qu'il n'était rien à la base, il s'agit de rien du tout, mais c'était une rumeur qui a été jetée comme ça dans la masse, sans vérification, ça a jeté une peur. Et je clôture l'image, je clôture la bande dessinée sur une note de joie et de plaisir. Parce que c'était chaud, c'était malheureux. À un moment, il ne faut pas chuter dans la tristesse, dans la détresse. Je suis Simon-Pierre Bumbo et avant tout auteur de bande dessinée et aussi éditeur. Bon, éditeur depuis 1 an. Voilà, je suis, bon, pour commencer, je vous dirais que je suis auteur de cette BD Malaminen africain à Paris. Donc c'est une BD qui est sortie en 2009. J'ai lancé une plateforme de bande dessinée en ligne qui s'appelle toomcomics.com avec pour objectif de parler de la bande qui a une ligne éditoriale sur les cultures noires. Quand je dis culture noire, c'est Afrique, Caraïbes, Afrique, Caraïbes et Amérique. Donc le but c'est de parler des peuples, l'histoire des peuples, ces peuples contemporains, ce qu'elles vivent aujourd'hui, les difficultés, et aussi les avantages, les richesses dont disposent ces peuples dont on met peu en valeur. Bon, et le site, l'adresse du site est www.toomcomics.com, www.t2om-comi
vcs.com. Donc voilà, et aussi à côté de ce site internet qui fait de la production numérique de bande dessinée, nous avons réussi à faire le premier album qui est Pas de visa pour Aïda. Pas de visa pour Aïda, c'est le tout premier album édité par la maison Toum Comics. La maison Toum Comics qui est une BD qui traite les sujets des visas, l'obtention des visas en Afrique, pour parler un peu la difficulté et le rêve que les gens, le rêve des gens pour l'Europe, et cette forme d'obsession d'obtenir un visa qui n'est pas toujours facile, donc parfois on refuse, on ne sait pas pour quelle raison. Voilà, donc nous avons eu envie de parler de ce sujet qui concerne les gens en Afrique et donc qui fait parfois souffrir, parfois il y a des familles qui sont impactées par la démarche de partir, et aussi parfois les dépenses liées aussi à l'obtention des visas. Voilà. Bon, nous avons prévu pour cette année, avant fin 2016, 2 albums qui vont sortir, qui sont quasiment terminés au niveau de la conception. Dans le premier, c'est Vodou Soccer, qui sortira fin septembre, et le troisième serait Andolo, avant décembre 2016. Voilà. Alors merci aux 3 BDistes pour leur propre univers. L'écriture berbère s'invite aussi à Africajar avec Moulid Nid Wissadan, que j'ai le plaisir de rencontrer pour la première fois et que je vous fais découvrir aussi. Alors c'est une écriture berbère, mais vous savez que berbère c'est un mot, et un très grand mot, et surtout un grand peuple. Alors premièrement, bonjour Moulid. Bonjour, moi je suis berbère du Maroc, voilà. Êtes-vous de la vallée d'Ourida? Je suis un peu dans l'Anti-Atlas là, Anti-Atlas Taroudante, voilà, le province de Taroudante, c'est région, ça se Massadra, voilà. Pour vous c'est la première fois que vous venez à Africajar? Oui, c'est la première fois à Africajar, par contre c'est le premier endroit où j'expose en France. C'est un porte-chance, je dirais à Africajar, c'est un porte-chance. Voilà, c'est le premier endroit où je présente la culture amazigh, berbère. Culture berbère, écriture berbère, qui a plusieurs significations. Là, vous êtes en écriture, donc vous écrivez non pas avec une plume, comme on dit un faisan, mais carrément une plume traditionnelle. Oui, j'écris avec une plume traditionnelle, et après j'utilise les teintes naturelles pour réaliser mes œuvres, comme le safran, le brode de noix, l'encre de la ligne grille de montant, l'hibiscus, l'écorce de chêne, beaucoup de teintes naturelles. Voilà. La Bible, le Coran plutôt, a été écrit justement en langue berbère, en écriture berbère. Est-ce que vous êtes dans cette écriture-là ou plus dans une écriture artistique? Moi, je suis dans une écriture artistique que j'ai inventée moi-même. De toute façon, le style que vous voyez chez moi, c'est moi qui l'ai inventé. L'écriture, ça existe, mais les techniques, c'est moi qui les ai fait pour moi. C'est pas comme les calligraphies arabes, hébraïques, ils ont des règles. Mais moi, je fais mes règles, mes styles, mes techniques, même mes plumes, mon roseau, mon bambou, voilà. Alors on va vous laisser à l'œuvre. Donc là vous allez nous écrire, comme c'est une écriture berbère, imaginée et inventée. Alors dans quelle histoire vous nous racontez justement avec ce que vous êtes en train d'écrire? Là normalement l'écriture, j'ai oublié de vous le dire, il s'appelle Tifinar. L'écriture des berbères, il s'appelle Tifinar. Et Tifinar, Tifi signifie trouvaille. Nar, notre. Tifinar, notre découverte ou bien notre trouvaille. Et c'est caractère d'écriture en touareg. Par contre, à mon principe, moi, j'écris beaucoup de citations. Proverbes amazigh, proverbes arabes, pour les philosophes, les écrivains, Victor Hugo, Dalai Lama, tout proverbe africain, j'écris pour tout. Et là, je suis sur une citation d'amour, là, voilà, mais c'est pour un anonyme, voilà, c'est une citation qui dit « Prends-moi la main pour suivre le chemin de la vie, et notre amour, c'est l'étoile qui nous guide toujours. » Voilà. Vous la terminez ou vous la commencez? Il est presque de terminer là, voilà, parce que là, j'ai déjà écrit le principe avec cette plume-là en gras, et après je remplis à la fin avec la plume, pour ça fait à la fin un esthétique, voilà.
Alors, pour terminer, je vais juste me lever. Alors, il y a cette écriture-là, c'est très symbolique quand même. Hein. Vous écrivez malgré tout, même s'il y a cette espèce de calligraphie qui est très envolée, un petit peu comme font un peu les Japonais. Sinon, je contacte les femmes qui font les tapis chez nous à l'époque, parce que chez nous, il y a des femmes qui teintent la laine pour faire des tapis avec des teintes, des plantes naturelles. Ça existe encore chez nous au Maroc. Voilà. Cette écriture arabe imaginée ou inventée, c'est un savoir-faire. Est-ce que par la suite vous souhaitez la transmettre? De toute façon, c'est pas la calligraphie, c'est pas arabe, parce que l'arabe ça se crée de droite à gauche, c'est l'écriture des Amazirs, ça se crée de la gauche à droite. C'est mon principe à moi, c'est faire connaître la calligraphie berbère comme les autres, voilà. Et je fais mon mieux pour faire du style. Après, je fais faire les règles pour que ça soit éduqué dans les écoles ou bien dans les beaux-arts, voilà. Et dans les calligraphies des écoles, les ateliers de la calligraphie, pourquoi dans l'Afrique et pourquoi dans le monde. Très bien, belle calligraphie berbère. On vous laisse continuer votre œuvre. Je suis avec Noël Azara, parcours de migrants et de réfugiés entre espoir et souffrance, édition L'Harmattan. Noël Azara, bonjour. Bonjour. Dites-moi, c'est la première fois pour vous la Africajar et vos impressions? Oui, bah c'est très cosmopolite. Hein. Il y a un peu toutes les nationalités représentées. Il y a beaucoup de collègues qui viennent de toutes parts déjà et qui fait des BD, qui écrit des livres, d'autres j'ai mon collègue calligraphe là à côté, donc voilà, c'est très hétéroclite, on va dire. Oui, comme on dit. Vous êtes dans l'actualité, ce parcours des migrants et des réfugiés, avec ce qu'on voit aujourd'hui à l'actualité, ces migrants qui arrivent, sont exilés, qui prennent possession de certains endroits en province et en région, qui sont expulsés par la police. Est-ce que c'est un livre qui parle de cette souffrance de ces réfugiés? Êtes-vous parti aussi à la rencontre de ce monde-là? Alors je dois dire que je suis professeur de français, donc pour des migrants adultes. Alors je n'ai pas voulu faire un livre pour dénoncer, parce que dénoncer justement c'est assez facile, je dirais. C'est plutôt un livre d'espoir, c'est plutôt un livre où je relate, où je parle de réussite de migrants. Moi-même, je suis enfant de migrants, donc il y a une idée de miroir aussi. Je parle, étant donné que je suis professeur de français, je parle de mes élèves, de leur réussite, de leur parcours, mais également de mon parcours à moi, du parcours de mes parents, du parcours du multiculturalisme, du plurilinguisme. Voilà de quoi je parle essentiellement, mais de réussite surtout. De réussite sociale. Cette couverture en dit long, hein, puisque c'est une femme africaine avec un enfant. Elle est assise où? Donc à la fois, c'est dans le vide et dans le plein, dans l'émotion, dans la tristesse et aussi dans la joie. Pourquoi se retrouver assise seule parmi, je dirais, une culture qu'on essaye de découvrir et malheureusement on est rejeté? Justement, là, nous nous retrouvons dans la difficulté de l'identité, la difficulté de l'identité qui est que le migrant n'est plus de là-bas, mais il n'est pas encore d'ici. Le migrant est dans une sorte de no man's land, de couloir. Ici, parfois, il peut s'entendre dire qu'il n'est pas tout à fait dans la norme, mais parfois, dans le cadre peut-être d'un retour au pays pour des vacances, il s'entend dire aussi qu'il n'est plus de là-bas non plus. Donc à partir de là, se pose la question de l'identité, se pose la question de savoir où on est. Donc, moi, j'exhorte mes élèves à une sorte de positivisme et se dire que finalement, on est plusieurs facettes d'une même pyramide. On n'est pas, je dirais, en 2 dimensions, on est en 3 dimensions. Le plurilingue qui a des compétences plurilingues dans le sens où ces compétences ne s'accumulent pas mais forment un tout beaucoup plus vaste. Et en même temps, un multiculturalisme qui, lui, englobe plusieurs cultures et n'est pas uniquement l'addition d'une seule et de une plus une culture.
pour vous le nouveau monde. Nouveau monde, pour vous, ça signifie quoi ce nouveau monde? On est dans un monde qui change, un monde en bouleversement, un monde qui se reflète à elle-même, un monde qui est à la fois dans l'histoire, hein, puisqu'on reprend cette histoire. Selon vous, quel est ce nouveau monde que les gens attendent ou espèrent dans votre livre? Les gens, bon, les personnes qui sont dans mes cours sont des personnes qui bien souvent ont fui. Donc elles sont rarement ici, elles sont rarement en France dans une démarche de je viens voler quelque chose ou je viens prendre quelque chose. Non, elles ont fui quelque chose, ces personnes-là, donc elles sont dans l'attente, dans l'espoir d'une reconstruction au travers de l'école pour leurs enfants, au travers d'un nouvel emploi, d'un nouveau travail. Donc elles ne sont pas dans une démarche du « je vais profiter » entre guillemets, mais elles sont dans une démarche plutôt de reconstruction, de convalescence. Et donc notre travail à nous, c'est un travail d'éducation, de dialogue, mais d'accompagnement dans cette convalescence. Je suis en compagnie d'un autre auteur, écrivain, Daniel Roch, La peau du lion, édition L'Harmattan. Bonjour à vous, Daniel. Bonjour Vanda. Dites-moi, vous avez beaucoup vécu en Afrique. Ça a été un passage important dans votre vie. Et de là, je pense que vous avez vu des lions, d'où est le titre La peau du lion. Mais parlez-nous un petit peu de votre aventure, de cette rétrospective du Bénin. Je lis que vous étiez au Bénin, c'est ça, et au Togo. Tout à fait. Voilà, oui, effectivement, j'écris des romans jeunesse et je suis inspiré par les premiers voyages que j'ai faits sur le continent africain, avec un premier séjour au Bénin qui a duré 2 ans. Je travaillais pour le lycée français de Cotonou dans mes jeunes années, voilà. Et effectivement, ça a été un choc culturel assez extraordinaire qui m'a beaucoup marqué. J'ai poursuivi par un séjour en Ouganda, j'ai aussi travaillé au Togo, donc voilà, je dois dire que l'Afrique m'a quand même marqué, en tout cas marqué ma jeunesse et m'inspire encore aujourd'hui. Voilà. Vos personnages, votre histoire se construit sur un safari. On va parler de photos. À travers ce safari photo au Bénin, dans les voyages que vous venez d'évoquer, vos personnages sont imaginaires ou ils ont vraiment existé ? Non, c'est un roman imaginaire, hein, donc il y a du vécu dans le sens où effectivement je place beaucoup d'anecdotes et de choses vues, mais je suis tout à fait dans la tradition du roman d'imagination avec des personnages fictifs. Alors on sait que le lion, nous savons pertinemment que le lion est noble dans certaines ethnies. Alors quelle est l'ethnie en Afrique, que ce soit au Bénin ou au Congo ou au Togo, qui vous a fasciné pour en faire aujourd'hui la peau du lion ? Alors, quand on voyage dans la brousse ou dans l'arrière-pays, hein, que ce soit au Bénin ou au Togo, effectivement, on rencontre une multitude d'ethnies. Je n'en parle pas dans le livre, mais personnellement, j'ai été fasciné par les Somba au nord du Bénin et du Togo. Les Somba qui ont été très bien étudiés par Dominique Sewan, ethnologue qui a publié chez Terre Humaine et donc qui était dans cette région à peu près au cours des mêmes années que moi. Et j'ai pu lire ses livres bien des années après en regrettant de ne pas l'avoir rencontré sur place. Voilà. Alors, très rapidement, bon, c'est un roman de jeunesse, un roman imaginé. Est-ce que vous faites allusion aux braconneurs, au braconnage à travers la peau du lion? Est-ce qu'il y a un message pour sauver justement les animaux? Alors, non, pas vraiment. Bizarrement, il y a une histoire de braconnage, mais qui concerne davantage en fait les objets sacrés, les objets ethniques. Puisqu'il y a une petite histoire policière dans le roman, il y a un vol de fétiche en fait, voilà. Donc il s'agit bien de braconnage, mais d'une autre nature et elle ne concerne pas les animaux. Voilà, très bien. Donc on va laisser le lecteur profiter de lire La peau du lion. Vous êtes enseignant de langue étrangère aussi ? Oui, tout à fait. J'ai travaillé également en Belgique, donc sur une grosse école internationale. Et là, j'ai fait beaucoup d'années d'enseignement du français langue 2, français langue étrangère. C'est un petit peu ma spécialité aujourd'hui, même si je suis revenu travailler dans le Lot avec un public tout à fait traditionnel ici.
Je vais terminer avec cette question. On va sortir un peu du contexte du livre La peau du lion. En tant que professeur enseignant de langue étrangère, Daniel, vous avez enseigné en Afrique justement comment se cultive cette langue. Les enfants ont beaucoup plus de mal à arriver à l'écriture et à arriver à la lecture. Est-ce que c'est aussi un enseignement que vous avez voulu apporter à tous ces enfants à travers votre voyage? Et j'en termine là. Merci beaucoup. Alors, j'ai travaillé essentiellement sur des lycées français dans les capitales, que ce soit Cotonou, Lomé, Kampala. Donc, je dirais que la question est un petit peu différente dans la mesure où voilà, j'avais un public très spécifique, donc enfants d'expatriés, enfants de la haute société locale. Donc je ne dirais pas que le français était maîtrisé par tout le monde évidemment, mais voilà, on était quand même avec des publics très privilégiés. Maintenant, le français d'Afrique reste une petite découverte aussi pour le voyageur. Je crois qu'on est tous enthousiasmés et surpris aussi au départ par les subtiles différences qu'il y a entre le français pratiqué dans ces pays et puis le français de France que je connaissais en arrivant là-bas. Et ça, c'est toujours savoureux de l'utiliser ou de l'entendre aujourd'hui. Stanislas, vous êtes de quel pays? Parce que Africajar, c'est une multitude de pays, de contrées au niveau de l'Afrique. C'est un voyage. D'où venez-vous? Alors, je viens précisément de la Côte d'Ivoire. Ouais, pour capitale Abidjan. Donc, je suis ivoirien. Parlez-nous de votre art. Vous nous emmenez dans où? Où est-ce qu'on voyage avec vous? Quel est votre univers? Vous avez un rapport assez fort avec la géométrie, mais je dirais la géométrie des lignes. Tout à fait. Des lignes, mais aussi du cercle. Du cercle, parce que dans le cercle, il y a du féminin. Et moi, le féminin, c'est quelque chose qui m'a toujours, touché, personnellement, et profondément. Donc, voilà, je travaille un peu avec cette inspiration de la femme qui est pour moi un dieu. Donc quelque part, j'essaie par rapport à mes motifs, j'essaie là d'immortaliser la femme et voilà, de la remercier pour tout ce qu'elle crée et tout ce qu'elle fait. D'accord. Immortaliser la femme effectivement dans les formes géométriques, mais par contre, vous avez des codes. Alors, le langage des codes, il vient des légendes de votre tribu, parce que je pense que en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup d'ethnies. Vous êtes de quelle ethnie? Alors, je suis de l'ethnie Ani. Les Ani, en fait, ils viennent du groupe Akan. Le groupe Akan, c'est la reine Pokou. La reine Pokou qui vient du Ghana, pas très loin par là, et qui a migré vers donc, la Côte d'Ivoire. Et donc, voilà, mes ancêtres sont des Ghanéens. Et donc, du coup, par rapport à tout ce qui est africain pur... J'aime bien parler de ces codes. Exactement. J'ai pas vraiment baigné dedans. C'est malheureusement, je dirais malheureusement parce que c'est quelque chose qui m'aurait vraiment, je pense, changé. Je pense que... On peut toujours faire un retour en arrière, rencontrer nos ancêtres et se cultiver au niveau de leur voix, de leur histoire. Donc il n'y a pas malheureusement, mais heureusement, je dirais. Oui, mais je crois que... Mais dans ce que tu dis, c'est vrai que peut-être que là, aujourd'hui, je suis envoûté. Alors du coup, on va dire que les ancêtres... Ils sont avec toi. Sont avec moi. Donc du coup, aujourd'hui, j'ai l'occasion de pouvoir, poser sur toile ce que les ancêtres, en fait, me transmettent dans mes rêves, peut-être. Cette toile qui nous donne ce décor, tu vas nous expliquer toutes ces significations, parce que je pense que chaque code, les couleurs, c'est un peu tribal quelque part, n'est-ce pas? Exactement. Mais ça, c'est quelque chose qui me colle à la peau. Je crois que oui, parce que il faut pas perdre ce côté tribal, parce qu'en fait, je pense que si on veut retrouver aussi les valeurs humaines, il faut bien sûr garder ce côté tribal, parce que dans ce côté tribal, il y a la communauté, et la communauté, c'est la transmission.
hein. C'est le partage, c'est l'échange. Donc voilà, je pense que c'est important. Donc moi, tu me parles de tribalité, non, ça me parle énormément. Voilà. Et donc là, comme tu me parles aussi de ce dessin, en fait, alors les motifs sont inventés, hein, parce qu'en fait, je pars sous une inspiration. Je commence sur une toile qui est complètement blanche, libre, et puis à partir de là, je fais des traits. Je fais des parcours, c'est une aventure, et puis au fur de l'aventure, ça décline sur des choses différentes qui s'assemblent, qui s'enlacent, voilà, qui se choquent, qui se rechoquent. Mais justement, dans ce parcours, il y a une violence. Mais est-ce que dans ce parcours, il y a un choc culturel pour les gens qui sont à la recherche de leur identité culturelle? Non. Non. Pas jusque-là. Non, c'est ouvert, c'est universel. Je pense que je ne vais pas rester figé aussi avec cette étiquette. Je crois que non, je suis universel. Alors, on est maintenant sur des formes un petit peu plus différentes. Alors, moi, j'appellerais ça, tu sais, le regard de l'autre. On se regarde, de l'œil. Il y a des yeux dont on se voit, on se parle, on s'interroge. Tu t'interroges lorsque tu crées des œuvres comme ça? Regarde Toujours. La caméra. Toujours, je suis en interrogation, toujours. Tout parce que je suis une vraie éponge. Donc voilà, j'absorbe tout. Et moi, ma vie, c'est la rencontre. C'est vraiment la rencontre. Échanger avec les gens, les peuples différents, partager, parler de leur culture, parler de ma culture. Parce qu'au final, nous sommes des humains. Et on ne choisit pas là où on est. Et donc je trouve que apprendre à se connaître, pour moi, c'est l'essentiel même. Stanislas, est-ce que la parole, le geste, le mouvement se libèrent dans tes œuvres? Oui, je dirais oui, sans hésiter. La parole se libère par effectivement, comme je te disais tout à l'heure, l'échange avec les gens. Donc en fait, comme je te disais, je suis une vraie éponge. Et donc du coup, quand je suis en pleine création, il y a tous ces êtres, toutes ces rencontres en fait qui sortent en fait. Et donc du coup, voilà, je les immortalise par ce qui vient, quoi. Et après, voilà, je pars aussi avec beaucoup d'émotions aussi. Ça ressemble à, je sais pas, des bêtes à 1000 pattes, serpentines. Tu travailles beaucoup sur les points. Alors, c'est quoi ces points? C'est des points cardinaux, c'est des points qui rejoignent le sens, puisque dans notre corps, on a le sens, le regard et l'ouïe. Qu'est-ce que c'est, tous ces pointillés? Mais ça, c'est par rapport aussi à la nature, parce que je suis un grand fan de la nature. Et donc, ces points, c'est aussi ce qu'on a sur les insectes, par exemple, aussi. Voilà, c'est ça, c'est ce que tu disais, effectivement, sur les cellules humaines, dans le cosmos aussi. Hein. Et donc, voilà, je m'inspire de tout ça. Et j'essaie de les figer là sur mes toiles. Alors c'est un petit peu tous ces virus là qu'on a là aujourd'hui, que tu mets aussi en couleur, à ces microscopes de la vie. Voilà, exactement. C'est ça qui est intéressant aussi. Oui. Si tu veux, c'est ce qu'on peut me renvoyer, parce que c'est difficile pour moi de parler de ce que je crée. Et c'est vrai que les gens parlent mieux de ce que je fais que moi-même de ce que je fais. Et c'est intéressant. J'adore ce jeu. Alors celui-là est très particulier. Ton histoire, l'esclavage, ces chaînes. Donc tu as donné un autre mouvement, mais ces chaînes, elles sont là. Oui. Elles sont là. Elles remontent à quand? C'est une histoire douloureuse, ça. Hein? Parle-nous un peu. Il a un titre, celui-là, parce que pour moi, c'est l'esclavage moderne avec tous ces visages. Dis-nous un peu. Exactement. Bah, écoute, là, ce que je voulais représenter par là, c'est que j'ai été très frappé par une photo qui était sur... je peux parler de Télérama quand même. Voilà, exactement, sur Télérama. Et c'était par rapport à cette grand exode des migrants, en fait, qui venaient ici en Europe. Et donc, sur cette photo, il y avait donc tout un barrage de barbelés avec des lames carrément. Et je me suis dit, j'ai vu toute une famille passer à travers ces barbelés avec des enfants. Et ça m'a beaucoup touché.
Ça m'a beaucoup touché et donc je voulais à la fois immortaliser ça et aussi, justement, tu parles de l'esclavage, ça m'a aussi ramené à ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait parler de la continuité de l'esclavage, mais d'une autre façon, parce que je pense que l'esclavage n'a jamais disparu, comme le nazisme d'ailleurs, et on est toujours dedans. Et ce qui est intéressant, c'était effectivement de dire que malgré tout ce qu'ils vont pouvoir créer pour empêcher à l'être humain de pouvoir vivre, exactement, vivre, s'exiler aussi, mais on passera toujours. Et donc là, on voit des personnages, en fait. Par ces barbelés, par ces chaînes qui sont là, voilà, qui nous emprisonnent. On passe à travers, tu vois, avec ces ombres comme ça qui défient toute cette haine, en fait. Hein, voilà. C'était un hommage. Parfait. Nous avons des grands hommes. Nous avons Nelson Mandela, Barack Obama, Martin Luther King. Si tu devais reprendre une phrase, quel grand homme tu choisirais pour représenter ton travail, hein? Ah, il y a Aimé Césaire, il y a Frantz Fanon, enfin voilà, ceux qui te tiennent à cœur, qui sont tous ces grands hommes. Ben, je dirais I have a dream. Donc Martin Luther King. C'est vrai? Ah oui. Tu as fait ce rêve? On va être sincère, pas encore. On peut dire que tu l'as fait à travers tes œuvres, ce rêve-là. Oui, oui, oui. On peut le dire. Ouais. Voilà, très bien. Eh bien. On termine sur ce rêve réalisé à travers toutes ces belles œuvres. Merci à toi, Stanislas Dolly, très joli nom qui danse. Alors j'aime bien ton look. Alors pour terminer, dis-nous un peu ce look-là, ça sort un petit peu de l'ordinaire. Oh, ben c'est tout simple. Oui. C'est tout simple. C'est pour affirmer simplement mon appartenance. Voilà, affirmer que voilà, je reste tout en restant humain. Je suis un Africain et je suis africain dans le sang, dans la peau, et je le resterai. Oui. Tes impressions sur Africajar? Oh, génial. Oh là là, il n'y a rien à dire. Rien à dire. S'il faut une note, ben, ce serait 100 sur 100. Oui, Africajar, c'est... alors, je découvre Africajar, et comme je disais, je ne parlerai pas de colonisation, mais je parlerai d'échanges culturels. Et je trouve qu'à Africajar, on a l'impression que Africajar laisse son village à un autre village. Et ça, c'est génial. C'est vraiment génial. Comme c'est bien dit, et quelle très belle transition. Merci à vous et à très bientôt. Jama